Vendredi 6 mars 2020, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la grande édition du journal sur EVE TV, le sommaire. Le dimanche 8 mars 2020, la communauté internationale célébrera la Journée internationale de la femme ou la Journée internationale des droits des femmes. Entre les luttes ardues de ces dernières pour obtenir leurs droits et les avancées en la matière, la présidente de l'organisation non gouvernementale Défense sans frontières, maître Marie-Élise Bédot, un peu comme s'il s'agissait de diagnostic, nous donnera l'approche qu'elle a de la journée du 8 mars. En réponse à plusieurs recours déposés à la Cour constitutionnelle par des citoyens béninois, le président de l'institution Joseph Djokbenou et ses pairs, à l'occasion des audiences publiques, ont rendu plusieurs décisions hier, jeudi 5 mars 2020. Le point des décisions concernant Irénée Pascal Koupaki d'une part et Isidore Nyolonfou et Modeste Toboula d'autre part est à suivre dans cette édition. Un accord de prêt pour le financement de 750 infrastructures communautaires au Bénin a été signé entre le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadani, et le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, Dr Georges Agiekoum Nana Donkor. Nous y reviendrons plus largement dans un instant. La Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France, est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte de lutte des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes. À cet effet, je vous invite donc à suivre l'appréhension de cette fête de la présidente de l'organisation non gouvernementale Défense sans frontières, Marie-Élise Bédot, au micro de nos reporters. Mon combat n'a jamais changé. Au contraire, aujourd'hui, notre combat se nourrit d'autres défis. Vous avez aujourd'hui, bien sûr, nous avons le défi du leadership féminin. Nous avons le défi de l'autonomisation de la femme et aussi le regard bien fixé sur l'autonomisation de la femme rurale, parce que nous n'avons pas le droit d'oublier ces femmes-là. Ce sont elles qui constituent plus de la moitié des femmes dans l'agriculture et ce sont elles qui travaillent beaucoup plus durement pour nourrir leur nation. Alors, qu'est-ce que nous mettons surtout dans l'autonomisation aujourd'hui? Dans l'autonomisation pour lequel nous avons encore des défis à relever, c'est la capacité de réaliser par soi-même, parce que c'est ça le message important, la capacité de réaliser par soi-même ce que l'on veut entreprendre. Nous poussons les jeunes dames et aussi les jeunes gens, parce que nous ne pouvons pas faire l'éducation de la femme sans l'éducation de l'homme. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les jeunes gens aussi pour leur montrer leur capacité à réaliser par eux-mêmes ce qu'ils veulent entreprendre. Et c'est ça qui libérera la femme. Mais pour y arriver, nous appuyons toujours sur l'éducation. Peu importe qu'il s'agisse de l'alphabétisation, de l'instruction, de l'éducation globale et également l'accès à Internet. C'est très important aujourd'hui pour aller à la recherche des idées, pour pouvoir innover, aller à la recherche des financements. On en a besoin aujourd'hui et avec Internet à la clé, on est en train de former les jeunes pour pouvoir bien prendre la relève. Alors, le leadership féminin est une réalité et c'est ça qui permet à la femme de se battre vraiment dans la société, de ne rien attendre de personne parce que par soi-même, son développement personnel, on peut arriver à quelque chose. Nous voulons que les femmes prennent des modèles ou suivent ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est pour ça que vous avez vu, nous sommes à la disposition de la jeune génération. Mais je vais vous étonner, d'abord, ce sont elles-mêmes qui viennent vers nous.
Ce sont elles-mêmes qui nous disent, c'est vous qui allez nous aider. Nous sommes prêtes. Et ce sont elles qui viennent nous faire appel. Vous avez vu, actuellement, nous sommes dans le forum de leadership féminin. Vous avez vu les femmes qu'il y a. Bien sûr que si la volonté politique n'arrive pas à faire comprendre, à mettre en exergue ces femmes-là, on n'attend rien, on n'attend pas. Or, vous savez que nous nous basons toujours sur nos constitutions. Moi, je suis accroché à l'article 26 de notre constitution qui dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. Nous n'avons jamais dit aux femmes de s'asseoir sur les hommes. Égaux en droit, c'est-à-dire l'éducation qui est bon pour le jeune garçon, c'est bon pour la femme. L'accès équitable aux soins de santé, l'égalité des chances. Et c'est pour ça souvent qu'on parle de parité. Quand on parle de parité, les gens s'affolent alors que ce n'est que l'expression de l'article 26 de notre Constitution qui dit que l'homme et la femme sont égaux. La seule chose qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics, les gouvernants puissent assurer un contrôle sur la réalisation effective de cette parité et de l'article 26 de la Constitution. On n'a plus besoin d'aller encore et à adopter des lois pour régler ce problème de l'égalité de droit entre hommes et femmes. À la suite de Maître Marie-Élise Gbedo, je vous invite à présent à suivre la Peace Lady 2018, Evelyne Kenom, au sujet de l'autonomisation de la femme et du leadership féminin. Elle est au micro d'Abdelkader Achirou. Les inégalités subsistent surtout dans notre société, mais il est heureux de constater que l'on assiste à un certain éveil des consciences. Cela est déjà positif, cela est déjà prometteur et je pense que c'est un élément important pour la suite. Le leadership féminin au Bénin, c'est une chance pour nous d'avoir connu dans l'histoire politique, sociale et économique de notre pays, le Bénin, de grandes figures féminines qui ont quand même su marquer positivement le subconscient collectif et par conséquent qui, d'une manière ou d'une autre, sont des exemples pour les femmes, les générations de femmes qui viennent après. À partir de ce moment, il y a un terreau sur lequel l'action va s'accroître et porter. Cela est fondamentalement positif à mon sens. Parlant de l'autonomisation des femmes, oui, c'est un thème d'actualité. Autonomisation des femmes, empowerment, selon les Anglais, les anglophones, c'est d'abord l'indépendance financière de la femme, mais également sa capacité à intervenir dans le débat citoyen. L'autonomisation en termes de capacité financière, il faut travailler là-dessus parce que la femme a besoin la plupart du temps d'être soutenue. Nous avons nos sœurs, nous avons nos mères qui ont envie de mener des activités mais qui n'attendent que des moyens. Quand je parle de moyens, je ne parle pas forcément de moyens financiers pour commencer. Je parle d'abord des moyens en tant que savoir-faire, par exemple, l'apprentissage d'un métier, même le commerce, même le petit commerce, ça prend l'initiation donc à une activité commerciale, l'apprentissage auprès d'une personne qui exerce déjà, qui s'adonne à cette activité-là. Ensuite, il y a les ressources qui ne sont pas toujours disponibles ou accessibles. À cela s'ajoute un certain nombre de freins. De freins d'abord au niveau de la femme elle-même, ensuite au niveau de la communauté, de la société, mais qui heureusement sont en train d'être levés un à un et qui permettent de plus en plus à la femme de se retrouver. Vous avez les droits, l'égalité qui est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 1er, qui stipule que les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Vous avez les pactes jumeaux de 1966
pacte international relatif aux droits politiques et civils, pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels de 1966. Vous avez le CEDEF, vous avez le Code de la famille, mais avant, vous avez la Constitution, dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante. Vous avez même des lois qui ont été votées à l'interne contre la discrimination à l'égard des femmes, des lois qui protègent énormément la femme. Nous avons le Code de l'enfant qui protège l'enfant. L'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. L'enfant, qu'il soit fille ou garçon, mais surtout aussi la fille parce que le mariage précoce est interdit par exemple, c'est pour protéger toujours la jeune fille. Nous avons dans le Code des personnes et de la famille le principe d'égalité qui est consacré d'abord par la monogamie, aujourd'hui instituée à la place de la polygamie, qui était depuis tolérée dans le dualisme juridique dans lequel nous étions, avec le coutumier qui était en vigueur avant 2004. Nous avons le principe de l'égalité entre l'homme et la femme qui se traduit encore dans le Code des personnes et de la famille par le choix du domicile conjugal par l'époux, certes, mais de commun accord avec l'épouse. Donc les deux se complètent. Vous avez le Code dans ses aspects qui indique que l'homme et la femme contribuent de façon égale aux charges du foyer et que les travaux, même domestiques, doivent pouvoir être quantifiés et comptabilisés au titre des charges pour compenser l'apport de la femme. La loi indique que les époux contribuent proportionnellement à leurs revenus. Plusieurs décisions relatives à des recours formulés par des citoyens béninois ont été rendues par la Cour constitutionnelle hier soir. En effet, le professeur Joseph Djokbenou et les autres sages de l'institution se sont entre autres penchés sur les dossiers liés à la nomination de Irénée Pascal Koupaki à la fonction de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Suivez à travers cet extrait la lecture par le président de la Cour constitutionnelle de la décision rendue dans ce premier dossier précisément. Décision DCC 20-387 du 5 mars 2020. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2017, par laquelle M. Serge Roberto Prince Aboudian forme un recours en inconstitutionnalité du décret numéro 2017-507 du 27 octobre 2017 portant nomination de M. Pascal Irénée Koupaki à la fonction de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Saisi d'une seconde requête en date à Cotonou du 10 octobre 2017, par laquelle M. Tchabisika Abdel Kama Wassagari forme un recours en inconstitutionnalité du même décret. Saisi d'une troisième requête en date à Porto-Novo du 7 novembre 2017, par laquelle M. Afolabi Blaise Couton forme un recours en inconstitutionnalité du même décret. Saisi d'une quatrième requête en date à Abomey-Calavi du 18 janvier 2018, par laquelle M. Landry Angelo Coladio Adelacou forme un recours en inconstitutionnalité du même décret, vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Rigobert Adoumenou Azon et Mme Cécile Marie-Josée de Dravos-Zinokwe en leur rapport, après en avoir délibéré, considérant que les 4 recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision. Considérant que les requérants exposent que par décret numéro 2017-507 du 27 octobre 2017, le président de la République a nommé M. Pascal Irénée Koupaki en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, que selon eux, l'appellation ministre d'État renvoie à la fonction de membre de gouvernement qui nécessiterait, pour une nomination à ce poste,
l'avis du bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils affirment que pour ne l'avoir pas fait, le président de la République a violé l'article 54 de la Constitution et sollicite l'annulation du décret. Qu'en outre, se référant à l'article 56 de la Constitution, ils estiment, à l'exception de M. Landry Angelo Coladio Adelakoun, que si M. Pascal Irénée Koupaki est secrétaire général de la présidence de la République et non membre du gouvernement, le président de la République devrait passer par le Conseil des ministres pour procéder à la nomination querellée, dans la mesure où le secrétaire général de la présidence de la République est un haut fonctionnaire de l'État dont la nomination est faite par le président de la République en Conseil des ministres. Considérant que par ailleurs, M. Tchabi Sika Abdelkama Wassagari fait observer que le chef de l'État, en se comportant comme il a fait, a méconnu l'article 35 de la Constitution. Considérant que, interpellé, le président de la République et M. Pascal Irénée Koupaki déclare n'avoir aucune observation en cette à formuler. Vu les articles 54, alinéa 1, 2, 3 et 56 de la Constitution, considérant que l'article 54, alinéa 3 de la Constitution, en conférant au président de la République le pouvoir de nommer les membres du gouvernement, ne le contraint pas à les désigner sous une dénomination particulière, qu'il appartient au président de la République de désigner parmi ses collaborateurs ceux qui exercent la fonction de membre de gouvernement et ceux qui, sans avoir cette qualité, en ont le rang et dès lors soumis aux suggestions qui y sont attachées. Que si la désignation des premiers doit répondre aux conditions et à la procédure énumérée aux dispositions visées de la Constitution, la nomination des seconds n'est pas soumise pour sa validité à une telle procédure. Que la nomination de M. Pascal Irénée Koupaki rentre dans cette catégorie, qu'il est cher de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution de ce chef. Considérant que par ailleurs, la loi numéro 2010-05 du 3 septembre 2010, qui établit en son article 2 au nombre de 34 la liste exhaustive des hauts fonctionnaires de l'État, dont la nomination est faite par le président, dont la nomination est prononcée par le président de la République en Conseil des ministres, ne mentionne pas au titre de ses fonctions celle de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. En conséquence, il y a lieu de dire que l'article 56 de la Constitution n'a pas été violé. En conséquence, article 1er dit qu'il n'y a pas violation de l'article 54 de la Constitution. Article 2 dit qu'il n'y a pas violation de l'article 56 de la Constitution. Suivez cette fois-ci la substance de la décision de la Cour constitutionnelle face au recours contre le maire par intérim de Cotonou, Isidore Nyolonfou et l'ex-préfet du littoral Modeste Tobla pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. Décision DCC 20-389 du 5 mars 2020. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 24 décembre 2018, par laquelle M. Isaac Aïvodi forme un recours contre le maire intérimaire de la ville de Cotonou et le préfet du département du littoral pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, l'ensemble des pièces du dossier, oui, M. André Katari en son rapport et les parties en leurs observations à l'audience plénière du 5 mars 2020, après en avoir délibéré, considérant que le requérant expose que le domaine privé de l'État, relevé au titre foncier numéro 103, lot 648, parcelle C, du quartier Patte-d'Oie, les Cocotiers, d'une superficie de 820 mètres carrés, a été vendu à M. Mexan Camus Akrombessi par arrêté municipal du 27 août 2018, approuvé par arrêté préfectoral du 28 août 2018, qu'il s'agit d'un domaine de l'État, dont la gestion ressortit à la compétence du ministre en charge des domaines de l'État, notamment le ministre chargé des Finances, et non un domaine privé de la ville de Cotonou. Qu'il y a violation d'une part de la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin, et d'autre part du décret portant modalité de cession à titre onéreux, d'aliénation à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Considérant qu'en réponse, le préfet
du département du Littoral affirme que le domaine concédé à titre onéreux d'une superficie de 822 m² constitue une servitude destinée à faciliter l'accès d'un citoyen à son domicile. Que ce domaine a donc été déclassé pour attribution en accord avec l'Agence nationale du domaine et du foncier, et ce à la demande de la mairie de Cotonou. Dans sa qualité de préfet, il n'a fait qu'approuver l'arrêté municipal relatif conformément à l'article 144.1 de la loi portant organisation des communes en République du Bénin. Considérant que le maire intérimaire de la ville de Cotonou n'a pas répondu directement à la Cour, que les avocats de la mairie ont toutefois déposé en leur propre nom un mémoire en défense faisant part à la Cour des observations de la mairie, que dans ce mémoire, la mairie demande à la Cour d'une part de constater la nullité du recours de M. Isaac Aïvodi au motif que, membre de l'exécutif de la commune, il n'a pas préalablement interpellé le conseil communal et saisi l'autorité de tutelle avant de s'adresser à la Cour constitutionnelle. D'autre part, de se déclarer incompétente au motif que la vente de la chose d'autrui relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que sur le fond, la requête de M. Isaac Aïvodi est mal fondée, au motif entre autres que le maire a scrupuleusement respecté les dispositions requises avant la prise de l'arrêté qui au demeurant a été approuvé par l'autorité de tutelle après son contrôle de légalité. Considérant qu'il ressort du dossier que le requérant ne soulève pas un cas d'expropriation au sens de l'article 22 de la Constitution, que sa requête tend plutôt à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux d'un domaine public, qu'une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles que définies aux articles 114 et 117 de la Constitution. En conséquence, est incompétente. 11 départements sur les 12 que compte le Bénin, plus précisément la Liborie, la Takura, l'Atlantique, le Borgou, les collines, le Koufo, la Donga, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou, bénéficieront du projet d'électrification de 750 infrastructures communautaires. C'est du moins ce que prévoit le projet d'un montant global de 21 millions de dollars US financé par la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO, BIDC. La signature de l'accord de prêt pour le financement du dit projet a été signée hier, jeudi 5 mars 2020, entre le ministre de l'économie, Romuald Wadani, et le président de la BIDC, Dr Georges Agiekoum Nana Donkor. Le département du Borgou accueille du jeudi 5 mars au samedi 7 mars 2020 la tournée d'échange et de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative GCP, entendez, gouvernement au contact de la population. Pour le compte de la première étape de ce GCP, la commune de Parakou a déjà reçu le ministre Orunla qui s'est entretenu en toute convivialité avec les populations en présence du maire Charles Toko et du représentant du préfet du Borgou, Sani Biobaye, également secrétaire général de la préfecture. Rappelons que ce troisième exercice du GCP prendra en compte les communes de Parakou, Perere et Tcharo. Le vaudou pour nos ancêtres était une calebasse sacrée fermée, une sorte de mystère que personne ne pouvait décoder. Il va donc de pair avec l'étoile à 8 branches qui est le Fa, d'où chaque étoile à 8 branches a son legba. Tels sont les propos de Sylvain Kwasi Bokonon dans une interview accordée à la rédaction. Suivons-le pour plus de précision. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le vaudou, dans l'entendement de nos ancêtres, le vaudou est la calebasse fermée. C'est quoi cette calebasse fermée? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étoile à 8 branches. Quel est le Fa? Le Fa, c'est l'étoile à 8 branches. C'est le génie solaire. Chaque étoile à 8 branches, j'ai dit, à son ébat, qui est sa constellation, qui est son écu, qui est composée de 15 calebasses, qui fait l'astrologie. Au milieu de cette constellation, on trouve l'étoile de David, qui est la grande calebasse qu'on appelle Badou. Donc l'étoile David est le vaudou. Le Badou est le vaudou. Les Juifs l'ont volé, l'ont nommé étoile David. David n'a jamais existé. Jamais. Jamais quelque part dans ce monde. Non, en Israël. Non. Autant n'a jamais eu un roi David en Israël, dit Salomon. Non, 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 impossible. Ils ont personnifié les signes des Fa, les énergies solaires en or. C'est la planification des énergies des vibrations. Et cette vibration, à l'époque de nos ancêtres, s'appelait les Anabis.
mais les Anous, comme Oni, épithète d'Osiris, Osiris et ses frères et sœurs. Quand on parle d'Osiris, on parle des pharaons. Les pharaons ne sont pas en Égypte. Non. Il n'y a aucun tombeau d'un pharaon en Égypte. C'est le mensonge de l'Occident. Ils savent. Les pharaons sont des génies solaires. Ils sont comment? Ils sont immortels. Jésus, on a dit Jésus est immortel, non? Puis il n'a pas de cadavre, non? Il n'a pas de quoi, non? Pourquoi vous voulez voir les cadavres des pharaons? Ils sont immortels, c'est des génies solaires. C'est d'autres habitants de l'Égypte antique, les enfants de de chair égyptiens, qui ont pris le titre de pharaon. Comme aujourd'hui à Beaumont, on dit on est Dagdele, on est Dasodi, on est ceci, c'est pareil. Ils ont pris le titre de pharaon pour jouer ce rôle. C'est des tombeaux qui sont là. Comme à Karaton, Toutankhamon, c'est des personnes physiques comme nous deux, nous tous, de chair. La preuve qu'en 40 ans, c'est pas son vrai nom, c'est son nom de pouvoir. Non, Ake, on peut dire Nathan, c'est Ake Nathan, Naïlo, Ake Nathan. Ake veut dire 8, Na. La femme, le féminin, la mère, la déesse, Ton. La vérité de la mère, c'est son nom. Dessus, la vérité de la mère. La mère de qui? De que le fils de la mère, c'est ça la Vierge Marie de la déesse noire avec son enfant. Akhenaton s'est identifié à la Vierge et son enfant. Vénus et l'enfant qui est le soleil. C'est Vénus qui porte le soleil. Et le soleil porte quoi? La calebasse, qui est le globe. Voilà. Démarrons le tour d'horizon de l'actualité sportive par la Vitalor Ligue 1. C'est la 18e journée ce week-end. 3 matchs se disputent demain. AS Tonnerre Asfo à Boïcon, Buffle Dynamo à Parakou et Énergie JAC au campus d'Abomey-Calavi. Dimanche, choc entre Aspac et Aema à Calavi. ESAE FC reçoit la jeunesse sportive de Poubet JSP à René-Pleven, tandis que Dragon se déplace à Kandi pour défier Beke FC de Bembereke. En Vitalor Ligue 2, parmi les affiches de la 19e journée, il y a Assos Cavalier de Niki, Espoir de Savalou d'Adjet FC, AS Police Requin et Dynamique Entente de Kandi. En basketball à présent, la phase allée de la Super League prend fin ce samedi. Pour le compte de cette 5e et dernière journée, Aspac défie Énergie chez les dames. Dans la catégorie masculine, Renaissance affronte Espoir Hall des Arts, Loisirs et Sport de Cotonou. Alors que Élan Sportif de Porto Novo va s'opposer à Aspal au Centre des Arts et Sports de Parakou. Sur le continent, les demi-finalistes des compétitions interclubs de la CAF seront connus ce week-end. En Ligue africaine des champions, Espérance sportive de Tunis affronte ce soir à partir de 20h Zamalek en match retour des quarts avec un retard de 2 buts à combler. La situation est presque identique dans les 3 autres quarts de demain. Mamelodi Sundown Al-Ali, tout-puissant Mazembe Raja Casablanca et Étoile sportive du Sahel Wydad de Casablanca. En Coupe de la Confédération, tous les quarts de finale retour se disputent le dimanche. Pyramide FC, Zanaco FC, Oroya AC, Enimba FC, Hassania d'Agadir, El Nasser et Renaissance sportive de Berkane Al-Masri. Ainsi va l'actualité de ce vendredi 6 mars 2020. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Bon week-end à chacun et à tous.